N'est-ce que pas celle qui a échoué à une simple reconnaissance? Je ne lui confierai même pas mon déjeuner, encore moins le commandement d'une escouade. Les rires ne s'arrêtaient pas, même lorsqu'elle retroussa discrètement sa manche. Un étrange emblème tatoué à l'encre noire apparut sous la saleté. La salle se figea. Un homme, le général, se leva soudain. Sa voix s'abaissa. « Où avez-vous eu ce symbole? Avez-vous déjà vu le silence tomber plus vite que les mots? Que s'est-il passé ensuite dans votre moment? » Fort Keller se dressait comme une cicatrice de béton dans le paysage texan, isolé et impitoyable. Le réveil matinal résonnait à travers les baraquements où les rumeurs se propageaient plus vite qu'un feu de forêt. Et la cible du jour était le sergent Eliza Brandt, 29 ans, les épaules droites malgré le poids des accusations. Elle traversait la base comme un fantôme hantant sa propre vie. Les murmures la suivaient partout. Couloirs, réfectoires, terrain d'entraînement. Toujours la même histoire, déformée et racontée jusqu'à ce que la vérité devienne méconnaissable. « J'ai entendu dire qu'elle a abandonné son escouade en Syrie », marmonna le soldat Martinez pendant la formation matinale. « 3 gars blessés parce qu'elle a paniqué. Mon pote de la compagnie Delta dit qu'elle a été rétrogradée 2 fois, ajouta une autre voix. Le commandement la garde par pitié. Les mensonges prenaient de l'élan, dévalant la pente comme une avalanche. Chaque nouvelle version ajoutait des détails, une humiliation fraîche. La vérité, enfermée dans des dossiers classifiés auxquels personne n'avait accès, devenait hors de propos. L'entraînement physique commençait à Zeosizio. Escalade de cordes, parcours d'obstacles, course d'endurance. Eliza exécutait chaque exercice avec une précision mécanique, mais le groupe gardait toujours ses distances. Des barrières invisibles construites par des accusations chuchotées et une disgrâce fabriquée. « Besoin d'aide avec cette corde. L'échec ?» lança le caporal Jenkins alors qu'elle se préparait à grimper. « On ne voudrait pas que tu freezes encore. » Les rires parcoururent de la formation. Pas cruel, exactement, mais désinvolte. Le pire type de rejet. Elle était devenue un divertissement. Une fable moralisatrice racontée à travers des sourires en coin et des regards obliques. Eliza ne disait rien. Elle ne parlait plus. Les mots l'avaient trahie pendant l'enquête, transformée en preuve d'incompétence. Le silence était devenu une armure, bien qu'elle offrit peu de protection contre le barrage constant de jugement. Pendant l'inspection de l'équipement, elle retira sa veste pour vérifier le placement du matériel. Le geste était routinier, automatique, jusqu'à ce que quelqu'un remarque. « C'est quoi sur ton bras? » Le soldat Chen plissa les yeux sur la peau exposée. Un tatouage, de l'encre noire formant un symbole complexe, partiellement caché par la saleté et la sueur. Des motifs géométriques entourant ce qui semblait être un phénix, mais différent, plus anguleux, plus intentionnel. Une précision militaire gravée dans la chair. Chen sortit maladroitement son téléphone, prenant une photo rapide avant qu'Eliza ne puisse se couvrir. En quelques minutes, l'image circulait dans des groupes de discussion et sur les réseaux sociaux. Une nouvelle pièce à conviction dans le tribunal de l'opinion des baraquements. Le lieutenant Thompson, à peine 25 ans et avide de faire ses preuves, aperçut le symbole pendant l'inspection. Quelque chose lui semblait familier, mais il ne pouvait pas le situer. L'iconographie militaire n'était pas sa spécialité, et poser des questions risquait de révéler son ignorance. « Joli tatouage, sergent, » dit-il prudemment. « Une signification personnelle? » Les yeux d'Eliza croisèrent brièvement les siens. Le premier contact direct qu'elle établissait avec quiconque depuis des semaines. « Quelque chose comme ça, monsieur. » Sa voix était dénuée d'émotion, sans explication, juste une reconnaissance et un retrait. Thompson hocha la tête maladroitement et passa à autre chose. Mais l'image persistait. Il avait vu ce symbole quelque part, quelque chose d'important, de classifié. La matinée continuait son rituel d'humiliation. Des bouteilles d'eau accidentellement jetées dans sa direction pendant les pauses. Une exclusion des discussions de groupe sur les plans du week-end. Le rappel subtil mais constant qu'elle n'appartenait plus à ces soldats qui se faisaient de confiance pour leur vie. Pendant le déjeuner, elle s'assit seule à une table dans un coin, mangeant méthodiquement les composants d'un MRE pendant que les conversations coulaient autour d'elle. L'isolement était complet, physique, social, professionnel. 2 années de service distinguées effacées par des mensonges chuchotés et une indifférence bureaucratique.
Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Vu ton tatouage en ligne. Choix intéressant. Elle supprima le message sans répondre. Le tatouage était censé être un rappel, pas une révélation. Certains secrets étaient faits pour rester enfouis, même lorsque leur enterrement menaçait d'enterrer leur gardien. Mais les secrets ont une façon de refaire surface quand on s'y attend le moins. Et parfois, la bonne personne reconnaît ce que les autres négligent. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être vues, abonnez-vous à TT Soul Stories, où le silence ne gagne jamais. Le passé vivait dans des dossiers classifiés auxquels les soldats ordinaires n'avaient pas accès. Mais Eliza Brandt n'était pas ordinaire. Elle ne pouvait simplement plus le prouver. 18 mois plus tôt, elle portait un autre nom, une autre identité. L'opération Phoenix Variant avait requis une érasure complète des registres officiels, une transformation en quelqu'un qui n'existait sur aucun roster. Les opérations de niveau 6 exigeaient de tels sacrifices. Le triangle de la mort, une région si hostile que les cartes la marquaient en encre rouge. 7 soldats y étaient entrés pour extraire un prisonnier politique dont l'existence menaçait 3 gouvernements. Les renseignements suggéraient que la mission était un suicide déguisé en stratégie, mais quelqu'un devait essayer. Son équipe avait été soigneusement sélectionnée parmi les unités d'opération spéciales de différentes branches. Aucun document officiel, aucun soutien de secours. Aucun protocole de sauvetage. En cas d'échec, ils disparaîtraient simplement. Les noms effacés des registres. Les familles informées qu'ils étaient morts dans des accidents d'entraînement. L'insertion s'était déroulée parfaitement. 12 heures de mouvement à travers le territoire ennemi, évitant patrouilles et systèmes de surveillance. Ils avaient atteint l'installation cible comme prévu. Extrait le prisonnier sans détection. Une exécution parfaite. Puis l'embuscade frappa. Les forces ennemies les attendaient. Trop organisées, trop bien positionnées pour que ce soit une coïncidence. Quelqu'un avait divulgué leur itinéraire, leur timing, leurs objectifs. L'extraction devint un massacre en quelques secondes. 6 soldats moururent dans les 30 premières secondes. Eliza et le prisonnier, un journaliste dont les reportages avaient exposé des crimes de guerre, se retrouvèrent coincés derrière des barrières de béton pendant que des armes automatiques déchiquetaient tout autour d'eux. Elle avait 2 choix, abandonner la mission et se sauver ou compléter l'extraction contre des chances impossibles. Elle choisit l'impossible. 3 heures de guerre urbaine, se déplaçant entre des bâtiments détruits, utilisant la fumée et les débris pour se couvrir, portant un journaliste blessé qui ne pouvait ni marcher, ni se battre, ni à peine respirer. Sa radio était détruite, ses armes de secours perdues, ses chances de survie proches de zéro. Mais elle l'avait sorti, l'avait livré au point d'extraction secondaire où un hélicoptère attendait, l'avait regardé s'envoler en sécurité pendant qu'elle fournissait un feu de couverture depuis un toit qui s'effondrait sous les bombardements ennemis. L'hélicoptère ne pouvait pas revenir pour elle. Trop de dangers, trop de risques. Elle avait compris, avait même donné l'ordre elle-même. Certaines missions nécessitaient des pertes acceptables, sauf qu'elles n'avaient pas été perdues. 4 jours plus tard, elle avait traversé la frontière vers un territoire ami, déshydratée, blessée, mais vivante. Le débriefing dura 6 heures, chaque détail enregistré, analysé, classifié au plus haut niveau. Puis vint le cauchemar bureaucratique. L'opération Phoenix Variant n'avait jamais officiellement existé. Le prisonnier qu'ils avaient sauvé ne pouvait pas être publiquement reconnu. Les soldats morts ne pouvaient pas être honorés correctement. Et l'héroïsme d'Eliza ne pouvait pas être reconnu sans révéler des secrets d'État. Au lieu de cela, elle fut réaffectée à Fort Keller avec un dossier disciplinaire fabriqué, des erreurs tactiques ayant entraîné des pertes amies. Assez de vérité pour être plausible, assez de mensonges pour détruire sa réputation. Maintenant, elle nettoyait les sols et organisait les placards de fournitures pendant que des soldats qui n'avaient jamais vu de combat mettaient en doute sa compétence. L'ironie était étouffante. Punie pour un succès qui ne pouvait être révélé, dégradée pour avoir sauvé des vies qui ne pouvaient être reconnues. Dans l'entrepôt de fournitures, elle découvrit une vieille collection de cartes destinées à être
détruites. Des géographies militaires de diverses opérations, la plupart obsolètes et déclassifiées. Mais une carte la fit s'arrêter. Des coordonnées de grille marquées de symboles correspondant à son tatouage. Les mêmes motifs géométriques, le même phénix anguleux. Des marqueurs opérationnels de mission qui n'avaient officiellement jamais eu lieu. Elle photographia la carte, l'envoya à un numéro sécurisé de mémoire. « Ils ne reconnaissent toujours pas l'emblème », tapa-t-elle. « Combien de temps dois-je attendre ?» La réponse vint rapidement. « Patience. La vérité a son propre élan. Laisse-la s'accumuler. » Mais la patience devenait coûteuse. Chaque jour apportait une nouvelle humiliation. De nouvelles raisons pour des soldats honorables de douter de sa valeur. La campagne de chuchotement était devenue un fait accepté. Elle était un produit endommagé, une mise en garde contre ce qui arrivait quand les soldats craquaient sous la pression. Cet après-midi-là, un groupe de jeunes soldats l'avait suivi dans l'entrepôt avec des téléphones en train d'enregistrer. « Faire des vidéos TikTok », disait-il. Création de contenu à ses dépens. « Hé, l'échec !» lança l'un d'eux. « Montre-nous encore comment tu as abandonné ton escouade. » Ils renversèrent des caisses de fournitures, renversèrent du lubrifiant sur son uniforme, rirent pendant qu'elle nettoyait leur désordre en silence. Les vidéos seraient en ligne dans quelques heures, marquées de hashtags pour garantir une humiliation maximale. Le lieutenant Will Thompson observait depuis l'entrée. Partagé. Il avait reçu des ordres de ne pas interférer avec les actions disciplinaires, mais cela semblait faux, pire que faux, criminel. Mais parler signifiait un suicide professionnel. Remettre en question l'opinion populaire sur Eliza Brandt était une mort professionnelle. Alors il resta silencieux, regardant une soldate endurer un traitement qui violait tous les principes qu'il avait juré de défendre. Cette nuit-là, il rechercha le symbole de son tatouage, base de données militaires, archives historiques, documents de référence classifiés que son habilitation de sécurité couvrait à peine. Des heures de recherche produisirent des fragments, des références à des opérations inexistantes, des unités sans dossier, des missions accomplies par des fantômes. Les pièces commençaient à s'assembler, mais l'image qu'elles formaient était impossible à croire. Avez-vous déjà vu quelqu'un être jugé avant même d'être entendu? Partagez votre souvenir. Quelqu'un ici pourrait avoir besoin de le lire. Les tournées d'inspection du général Raymond Hale étaient légendaires pour leur imprévisibilité. 40 ans de service militaire lui avaient appris que les problèmes se cachaient dans les routines confortables et que le confort était l'ennemi de la préparation. Fort Keller ne l'attendait pas avant 6 mois. Son arrivée inopinée plongea la base dans un chaos maîtrisé. Formation hâtivement organisée, vérification rapide d'équipement, tentative désespérée de présenter la perfection sans préavis. Eliza Brandt n'était pas invitée à participer. Le personnel de l'entrepôt apparaissait rarement dans les inspections officielles, surtout ceux avec des problèmes disciplinaires. Elle continuait ses tâches d'entrepôt pendant que le reste de la base se préparait au contrôle. Mais le général Hale n'inspectait pas selon les protocoles. Il errait, observait, posait des questions inconfortables. Son expérience militaire lui avait appris que la vérité vivait dans les ombres, pas sous les projecteurs. Son chemin à travers la base était aléatoire, non scripté, passant par les parcs de véhicules, les installations d'entraînement, les bâtiments administratifs et les zones de stockage. Chaque arrêt révélait quelque chose de nouveau sur l'état réel de la base par rapport à son statut rapporté. L'entrepôt était censé être vide pendant l'inspection. Eliza travaillait seule, organisant les fournitures pour un exercice d'entraînement à venir. Ses mouvements étaient efficaces, pratiqués, ceux de quelqu'un qui comprenait la logistique militaire malgré son affectation actuelle. Le général Hale la remarqua à travers la porte ouverte de la baie. Quelque chose dans sa posture, sa précision attira son attention. Les soldats professionnels se déplaçaient différemment des employés jouant à se déguiser. Cette femme se tenait comme quelqu'un qui avait vu de vrais combats. Il s'approcha discrètement, observant son travail. La gestion des stocks n'était pas glamour, mais elle l'exécutait avec la même attention aux détails qui caractérisait les opérateurs d'élite. Chaque article correctement catalogué, chaque procédure correctement suivie. Puis, elle tendit la main vers des fournitures sur une étagère haute, sa manche se retroussant pour révéler le tatouage. Hale se figea. Le symbole était unmistakable, des motifs géométriques entourant un phénix anguleux,
rendu en encre noire avec une précision militaire. Il l'avait vu auparavant dans des salles de briefing où même les généraux avaient besoin d'une autorisation spéciale. Des opérations si classifiées qu'elles n'existaient que dans des conversations chuchotées et des classeurs verrouillés. « Sergent » appela-t-il, sa voix portant une autorité absolue. Eliza se tourna, se mettant au garde-à-vous avec des réflexes qui trahissaient son véritable entraînement. Ce n'était pas le personnel d'entrepôt. C'était une soldate répondant à la présence du commandement. « Où avez-vous eu cet emblème? » Sa question traversa 2 années de silence imposé. Pour la première fois depuis sa réaffectation, Eliza regarda directement un officier supérieur. Sa voix était stable, certaine. Niveau 6, Phoenix Variant. 7 hommes entrés, 1 sorti. L'entrepôt devint silencieux. Même les sons distants de l'activité de la base semblaient s'arrêter, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. L'expression de Hale passa de la curiosité à la reconnaissance, puis à quelque chose proche de l'admiration. Il avait entendu parler de Phoenix Variant dans des briefings si classifiés que les discuter en dehors des installations sécurisées était de la trahison. La mission qui avait sauvé un journaliste dont les reportages avaient empêché une guerre, accomplie par des soldats dont les noms ne pouvaient être prononcés. « Lieutenant Thompson » aboya-t-il au lieutenant qui suivait la tournée d'inspection. « Apportez-moi le dossier de ce soldat. Pas le dossier personnel standard, l'archive noire. » Thompson bégaya une reconnaissance et se précipita, l'esprit en ébullition. L'archive noire signifiait des opérations de renseignement, des missions classifiées, le genre de dossier que les officiers normaux ne voyaient jamais. La nouvelle se répandit dans la base plus vite que la communication numérique. Le général avait reconnu quelque chose dans le tatouage de l'échec. Les soldats, qui avaient passé des mois à se moquer de sa compétence, trouvèrent soudain des raisons d'être ailleurs, évitant toute association potentielle avec leur jugement précédent. Dans l'heure, Thompson revint avec un dossier marqué de classification de sécurité qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le général Hale lut en silence, son expression s'assombrissant à chaque page. La vérité était dévastatrice dans sa simplicité. Eliza Brandt était une soldate d'opération spéciale décorée dont le véritable dossier de service avait été enterré pour protéger des secrets d'État. Son prétendu échec était une couverture fabriquée, conçue pour expliquer sa réaffectation sans révéler des opérations classifiées, mais l'histoire de couverture avait pris une vie propre. Des officiers qui auraient dû en savoir plus avaient accepté les mensonges, les avaient perpétués, les avaient utilisés pour justifier un traitement qui violait tous les principes de la justice militaire. « Sergent Brandt », la voix du général Hale résonna dans l'entrepôt. « Veuillez approcher. » Elle s'avança avec la précision contrôlée de quelqu'un approchant un officier supérieur, pas le pas hésitant d'un soldat déshonoré. Tout dans son attitude criait la confiance, le dévouement, l'honneur. « Je vous dois des excuses », dit Hale, ces mots portant à chaque soldat à portée de voix. « Cette institution vous doit des excuses. Nous n'avons pas réussi à protéger votre nom pendant que vous protégiez nos secrets. » La foule d'observateurs, des soldats qui s'étaient rassemblés malgré les ordres de garder leur distance, remua mal à l'aise. Leurs hypothèses confortables s'effondraient en temps réel, remplacées par des vérités inconfortables sur le jugement, les préjugés et le courage requis pour endurer les deux. Le lieutenant Thompson s'avança, son jeune visage rougi de honte. « Monsieur, j'ai été témoin de harcèlement qui aurait dû être arrêté. J'aurais dû enquêter. J'aurais dû questionner. Vous auriez dû faire confiance à un camarade soldat, » interrompit Hale. « Vous tous auriez dû. » Les vidéos de l'incident de l'entrepôt circulaient déjà en ligne, montrant Eliza endurant l'humiliation pendant que les officiers restaient passifs. Les images étaient accablantes, une preuve claire d'un échec systématique à protéger l'un des leurs. Le soir, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. Les défenseurs de la justice, militaires, les organisations de vétérans et les supporters civils exigeaient des comptes. Le traitement par l'armée d'une héroïne décorée devint un scandale national en quelques heures. Mais pour Eliza, debout dans cet entrepôt pendant que la vérité émergeait enfin des ombres, la vindication semblait creuse. Sa réputation était restaurée. Mais le coup, 2 années d'isolement, d'humiliation, de silence, ne pouvait être défait. Certaines victoires arrivaient trop tard pour compter. Ou peut-être comptaient-elles davantage à cause du retard.
La cérémonie formelle eut lieu 3 semaines plus tard dans une salle de conférence où des opérations classifiées étaient planifiées et exécutées. Pas de caméras, pas de médias, pas de reconnaissance publique, juste la vérité reconnue dans les ombres où elle appartenait. Le général Hale lut des documents officiels scellés depuis 2 ans. Le sergent-chef Eliza Brandt a démontré une bravoure exceptionnelle pendant l'opération Phoenix Variant, sauvant directement la vie d'un atout de grande valeur sous le feu ennemi. Ces actions ont empêché un conflit international et ont respecté les plus hautes traditions du service militaire. Eliza se tenait au garde-à-vous, l'uniforme impeccable malgré sa réticence à participer. Elle avait demandé qu'il n'y ait pas de cérémonie, pas de grade restauré, pas de vindication publique. Certaines blessures guérissaient mieux sans exposition. Mais l'armée avait besoin de ce moment. L'échec institutionnel exigeait une reconnaissance institutionnelle, même si elle était prononcée discrètement. « Votre dossier de service est désormais corrigé », continua Hale. « Toutes les actions disciplinaires sont annulées. Vos décorations réelles sont restaurées, y compris la médaille du service supérieur de la défense et l'étoile de bronze avec dispositif de valeur. Les médailles pesaient lourd dans ses mains, non pas par leur poids, mais par leur coût. 2 années de silence, d'humiliation, d'isolement, le prix de la protection de secrets que d'autres prenaient pour acquis. Le lieutenant Thompson avait demandé la permission de parler. Sa voix tremblait alors qu'il s'adressait directement à elle. « Sergent Brandt, j'ai été témoin de harcèlement que j'aurais dû arrêter. J'ai failli à mon devoir en tant qu'officier et en tant qu'être humain. Je m'excuse formellement et demande toute action disciplinaire que vous jugerez appropriée. » Elle le regarda, vraiment, pour la première fois depuis ce jour dans l'entrepôt. Jeune, sincère, portant une culpabilité qui le suivrait pendant des années. Apprenant des leçons qui feraient de lui un meilleur leader, à condition qu'il ne laisse pas la honte détruire son efficacité. « Excuse acceptée, lieutenant, » répondit-elle. « Apprenez de ceci. Protégez les soldats qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Ces mots n'étaient ni empreints de colère, ni d'exigence de punition, juste une acceptation lasse et l'espoir que quelque chose de positif puisse émerger de l'échec institutionnel. La cérémonie se conclut avec des ordres qui surprirent tout le monde. Au lieu de retourner aux opérations spéciales ou de transférer vers une autre base, Eliza avait demandé une affectation à l'unité de transition des guerriers, aidant les soldats à récupérer des blessures physiques et psychologiques subies au combat. Le général Hale avait initialement résisté. « Sergent, vos compétences sont gaspillées dans le soutien médical. Le commandement des opérations spéciales vous veut de retour immédiatement. Avec tout le respect, monsieur, j'ai passé 2 ans à apprendre ce que signifie être abandonné par le système. Cette expérience a une valeur. » Il avait approuvé le transfert, reconnaissant la sagesse de son choix. Parfois, les meilleurs guérisseurs étaient ceux qui avaient survécu à leurs propres blessures. La réponse publique à son histoire, bien que filtrée malgré les tentatives de l'armée de maintenir le secret, fut écrasante. Des campagnes sur les réseaux sociaux exigeant des comptes, des enquêtes du Congrès sur les procédures de justice militaire, des changements de politique conçus pour prévenir des échecs similaires. Le caporal Jenkins, qui s'était moqué de ses capacités à grimper à la corde, envoya une lettre manuscrite à sa nouvelle affectation. Ces mots étaient soigneusement choisis, douloureusement honnêtes. « Sergent Brandt, je vous ai traité d'échec alors que vous étiez en réalité une héroïne. Je n'attends pas de pardon, mais je veux que vous sachiez que votre histoire a changé ma façon de voir le courage. Le vrai courage n'est pas de charger au combat. C'est d'endurer l'injustice tout en protégeant ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Merci pour cette leçon. » Elle ne répondit pas à la lettre, mais la garda, non comme une vindication, mais comme une preuve que les gens pouvaient grandir, changer, apprendre de leurs échecs. Un espoir sous forme écrite. Le projet Silent Emblem fut lancé 6 mois plus tard, une initiative à l'échelle militaire pour identifier et honorer les soldats dont le service avait été classifié au-delà de toute reconnaissance. Des centaines de cas émergèrent des ombres, des histoires de sacrifices cachés par nécessité mais perdus dans la bureaucratie. Chaque soldat reçut la reconnaissance qui lui était due, leur dossier corrigé.
Leurs familles apprirent enfin pourquoi leurs proches avaient disparu dans des opérations secrètes. Une justice retardée, mais non refusée. Le tatouage d'Eliza devint un symbole non officiel du projet. Le personnel militaire commença à partager des photos de leurs propres marqueurs de service classifiés. Écussons d'unité, pièces commémoratives, rappels personnels de mission qui ne pouvaient être discutés. Mais le changement le plus significatif fut culturel. Fort Keller mit en place de nouvelles politiques protégeant les soldats sous revue disciplinaire, une formation obligatoire sur les biais inconscients et des systèmes de signalement anonymes pour le harcèlement. Le lieutenant Thompson, promu après son témoignage honnête sur les échecs institutionnels, devint un défenseur de la réforme de la justice militaire. Sa carrière se rétablit et prospéra, bâtie sur les leçons apprises en assistant à un courage sous le feu. La transformation n'était ni complète ni parfaite. Le changement institutionnel avançait lentement, luttant contre des décennies d'hypothèses enracinées. Mais le progrès commença par la reconnaissance, admettant que les héros ne correspondaient pas toujours aux attentes. Certaines victoires se mesuraient en réputation restaurée, d'autres se mesuraient en échecs futurs évités. Les deux comptaient. 1 an plus tard, le programme d'entraînement Brant Legacy ouvrit au Centre de guerre spécial. Le logo du cours représentait un phénix anguleux s'élevant de motifs géométriques, le même symbole qui avait mis fin à 2 années d'aveuglement institutionnel. Le lieutenant-colonel Thompson, maintenant commandant de la division de formation à l'éthique, s'adressa à la première classe d'étudiants, de jeunes officiers de toutes les branches, apprenant des leçons qui n'existaient pas dans les programmes précédents. « Ce cours existe parce que nous avons échoué », commença-t-il. « Nous avons échoué à reconnaître l'excellence déguisée en échec. Nous avons échoué à remettre en question des hypothèses confortables. Nous avons échoué à protéger ceux qui avaient déjà tout sacrifié pour nous protéger. » Les étudiants, principalement des lieutenants et des capitaines, se tortillaient inconfortablement. L'éducation militaire se concentrait généralement sur les histoires de succès, pas sur les échecs institutionnels. Cette approche était révolutionnaire et nécessaire. Le sergent-chef Brant a choisi de ne pas enseigner ce cours personnellement, continua Thompson. Elle a dit que son histoire compte moins que la leçon qu'elle enseigne. Le caractère ne se révèle pas dans les moments de gloire. Il se forge dans les moments d'abandon. Dans le Colorado, loin des bases militaires et de la bureaucratie gouvernementale, Eliza dirigeait un centre de transition pour les vétérans luttant contre le SSPT et les défis de réadaptation. L'établissement était petit, privé, financé par des dons anonymes de sources qui n'existaient pas officiellement. Ses clients étaient des vétérans d'opérations spéciales dont le service ne pouvait être discuté, dont les blessures provenaient de missions restant classifiées. Il la trouvait à travers des réseaux opérant dans l'ombre, des recommandations de bouche à oreille de personnes comprenant le coût de servir dans l'obscurité. Le centre n'offrait pas de remède miracle ou de traitement révolutionnaire, juste de la compréhension, de l'acceptation et un soutien pratique de quelqu'un qui avait survécu à un isolement similaire. Parfois, cela suffisait. Une jeune femme arriva un après-midi, ranger de l'armée, début de la vingtaine, portant la même expression hantée qu'Eliza reconnaissait dans les miroirs. Son dossier de service était impeccable, ses références irréprochables, mais quelque chose dans ses yeux suggérait des blessures plus profondes. « J'ai entendu parler de votre histoire en ligne, » dit la femme pendant l'entretien d'admission, « de comment vous avez survécu à être jugé pour quelque chose que les gens ne pouvaient pas comprendre. Je pense que j'ai besoin de ce genre de compréhension. » Eliza ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle retroussa sa manche, révélant le tatouage qui avait tout déclenché. Pas comme une vantardise ou une preuve, mais comme un lien. Une survivante reconnaissant une autre. « Parlez-moi de ce que vous ne pouvez dire à personne d'autre, » dit-elle. Ce soir-là, alors que l'automne s'installait sur les montagnes du Colorado, Eliza s'assit avec d'autres vétérans autour d'un feu derrière le centre. Ils partageaient des histoires qui n'apparaîtraient jamais dans les registres officiels, reconnaissant des sacrifices qui ne pouvaient être publiquement admis. Ces conversations se tenaient chaque soir, des sessions thérapeutiques informelles déguisées en rassemblements sociaux, des vétérans qui avaient servi dans des opérations classifiées, dont l'héroïsme restait caché,
dont les blessures ne pouvaient être expliquées aux familles ou aux amis. Ils trouvaient la guérison dans une compréhension partagée, une force dans une reconnaissance mutuelle. Le silence qui les avait autrefois isolés devenait un lien qui les unissait. Un message arriva sur son téléphone sécurisé d'un numéro anonyme. Nouveau cas en approche, Navy SEAL. 3 déploiements dans des lieux qui n'existent pas. L'histoire semble familière. Elle répondit rapidement. Place disponible. Envoyez les coordonnées quand prêt. Le centre fonctionnait grâce au bouche à oreille et à un financement privé, invisible aux bases de données gouvernementales ou à la reconnaissance officielle. Comme les missions qui avaient créé ses clients, il existait dans l'ombre nécessaire, efficace et délibérément caché. Mais son impact s'étendait bien au-delà du Colorado. Les vétérans qui trouvaient la guérison là-bas retournaient dans leur communauté plus forts, plus résilients, mieux équipés pour gérer la vie civile. Leur rétablissement se propageait, affectant les familles, les employeurs, les réseaux de soutien entiers. Tard dans la nuit, après que le feu s'était réduit à des braises et que les autres résidents étaient allés se coucher, Eliza a parcouru le périmètre de la propriété, vieilles habitudes du service militaire, vérifiant la sécurité et la sûreté. L'air des montagnes était pur, froid, exempt de la tension constante des bases militaires. Ici, elle pouvait enfin respirer sans se sentir surveillée, jugée, évaluée selon des standards conçus par des gens qui n'avaient jamais fait face à des choix impossibles. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message du général Hale, maintenant à la retraite, mais toujours en contact avec des soldats dont les histoires comptaient. Vu les nouvelles sur votre centre. Audience du Congrès le mois prochain sur la réforme de la justice militaire. Votre témoignage pourrait tout changer. Elle considéra le message pendant plusieurs minutes avant de répondre. Je sers mieux dans l'ombre. Laissez les réformes parler d'elles-mêmes. Certaines victoires étaient publiques, célébrées, inscrites dans les livres d'histoire. D'autres étaient privées, personnelles, mesurées en vie discrètement sauvée et en dignité silencieusement restaurée. Les deux avaient de la valeur. Les deux comptaient. Le tatouage sur son bras captait le clair de lune, ses motifs géométriques semblant se déplacer dans l'obscurité. Un symbole de sacrifice, d'endurance et finalement de triomphe. Pas sur des ennemis, mais sur les systèmes qui avaient échoué à reconnaître sa valeur. Demain apporterait de nouveaux clients, de nouveaux défis, de nouvelles batailles contre des blessures invisibles. Mais ce soir, entouré de montagnes et de silence, avec la certitude d'avoir trouvé sa véritable mission, Eliza Brandt était exactement là où elle devait être, dans l'ombre, là où les héros accomplissaient leur travail le plus fin. D'où regardez-vous? Avez-vous déjà vu la dignité revenir en silence? Partagez votre place dans l'instant. Nous construisons une carte de victoire silencieuse.